Tous les dimanches, les hommes politiques et les personnalités publiques font leur école buissonnière sur Océan FM. Ils délaissent le costume officiel et le langage diplomatique pour s'ouvrir à cœur ouvert aux questions de Serge Novillon. Océan côté jardin et discussion buissonnière. Océan côté jardin et discussion buissonnière. Bon, vous êtes prêt, monsieur? Si, mais écoutez, pour Oui. l'interview, Oui. j'aimerais qu'on ne parle pas de cette fraude. Que vous avez déjà fraudé? Si, mais je ne veux pas qu'on en parle. D'accord. Océan côté jardin et discussion buissonnière, c'est toutes les découvertes côté jardin de ceux qui nous dirigent. Tous les dimanches matins, 8h, Océan FM. 88.6. Océan côté jardin et discussion buissonnière pour tout connaître sur nos hommes politiques et les personnalités publiques. Voilà, on l'avait annoncé, le professeur Joël Aïvo est avec nous ce matin. Vous avez l'habitude de le voir à travers ses différentes interventions, mais peut-être que vous ne connaissez pas entièrement l'homme. Nous allons profiter pour mieux le connaître. On va fouiller son côté jardin ce matin. Bonjour, professeur. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, professeur? Ça va, je vais très bien. Et le dimanche... Non, ça va, comme un dimanche normal. Oui. Ça va plutôt bien. D'accord. Professeur, nos auditeurs veulent mieux vous connaître. Si on devrait avoir une présentation de vous-même, c'est qui Joël Aïvo? Non, Joël Aïvo, c'est... Alors, je suis Frédéric Joël Aïvo, je suis professeur agrégé à l'université d'Abomey-Calavi. Et voilà, je suis là depuis fin 2006 que je suis rentré après avoir soutenu ma thèse. Donc, oui. j'enseigne à l'université d'Abomey-Calavi depuis quelques années. Et je suis également père de famille. Oui. Voilà, je suis marié, père d'un petit garçon. Oui. Qui m'apporte la joie de vivre après les rudes combats à l'université, dans la vie tout court. Je suis très pressé de rentrer chez moi, le retrouver avant qu'il s'endorme. Comme tous les pères de famille, alors moi je connais ce bonheur, on va dire, un peu tard, mais c'est ça qui occupe une partie de mon temps depuis un moment aussi. D'accord. Professeur, ce que nous allons faire, nous irons d'abord côté cursus scolaire. On va commencer par le primaire et autres. Là, vous avez commencé l'école quand et où? J'ai commencé l'école à l'âge de, je pense qu'on commence à 3 ans ou 4 ans. Hein. J'ai commencé l'école à Porto Novo. Oui. J'ai fait l'école primaire à Delacon, à Porto Novo, à Ouimen, derrière l'église Saint-François-Xavier. Oui. J'ai fini mon cursus là où j'ai obtenu le CFEB à l'époque. Oui. Moi, j'ai pas fait le CEP, mais j'ai fait le CFEB à l'époque. Et après... Voilà. Et comment ça se fait? Vous avez fait le CFEB à l'époque, pourtant vous avez démarré à 4 ans, alors que normalement il fallait quand même toucher les oreilles et d'autres commençaient plutôt à 7 ans, 8 ans. Oui, je ne suis pas si âgé que ça. Hein. Si vous calculez en fonction de l'âge que vous me prêtez, oui. Là vous êtes à côté, je ne suis pas si âgé que ça. Oui. Je ne suis pas si jeune que ça non plus. Donc, quand j'ai eu mon CFEB, oui. Malheureusement, j'ai eu le CFEB après la mort de mon père. Ah. Hein, je dois d'ailleurs rappeler que je l'ai passé 2 fois, parce que la première année, j'ai perdu mon père, alors qu'on était à 2 mois de l'examen. J'ai passé 1 mois à la maison. Les cérémonies d'enterrement, les funérailles de mon père ont duré plusieurs mois. Donc, il y a une partie qui a concerné la sphère publique, puisque le gouvernement s'en était mêlé un peu. Oui. Et il y a une partie qui a concerné la famille. Et comme mon père était une personnalité plus ou moins connue à Porto-Novo à l'époque, et donc on ne pouvait pas l'enterrer en quelques jours, comme on en a l'habitude avec d'autres membres de la famille. Donc du coup, ça a duré 1 mois, et moi j'ai passé 1 mois à la maison. J'ai pas été à l'école. 1 mois à la maison où j'ai passé le mois à pleurer, à manger, à voir les tantes. Vraiment, c'est un peu paradoxal parce que c'est le décès de mon père. Et en même temps, ça a été une période de vacances, quoi. Pour moi, je suis resté à la maison avec ma mère, avec mes frères, les amis, la grande famille. Je vois les gens qui défilaient. Il y avait toujours à manger. Alors, j'étais jeune à l'époque encore. Oui. Et donc, du coup, ça a perturbé ma préparation à l'examen. Donc, je ne l'ai pas eu au premier coup. Donc, la deuxième fois, oui.
comme j'avais bénéficié de plus de sérénité, je me suis préparé, donc je l'ai obtenu. Et donc après le CFEB, comme j'avais eu une bonne moyenne au CFEB, j'ai été classé au lycée Bianzin. Il faut dire que je voulais également aller au lycée Bianzin pour sa renommée, pour voilà la charge symbolique et historique que porte le lycée Bianzin. Donc j'ai été classé au lycée Bianzin. J'ai commencé donc le 6e au lycée Bianzin, et au lycée Bianzin j'ai fini également le tableau, c'est-à-dire de la 6e en terminale, je suis resté au lycée Bianzin de Porto Novo. Et autant j'ai commencé le CI à l'école primaire à Delacon à Porto Novo, autant j'ai commencé la 6e et terminé la terminale Donc quelque part, je suis un homme de constance, si je peux m'exprimer ainsi. Mais quand vous rappelez un peu de vos temps passés sur les bancs, vous étiez timide ou un peu agité sur les bancs? Non, très agité. Non, pas timide. Oh là là, je suis pas timide. J'étais très agité. Je voulais d'ailleurs faire du théâtre. Et je disais à mon père que je voulais rentrer dans son. J'ai été le voir 2 fois pour lui suggérer de me laisser intégrer sa troupe théâtrale. Ah, il avait une troupe. Mon père avait une troupe théâtrale. Mon père appelait la troupe Toakonou. Ah. Alors, mais c'était au Kéké, non? Non, mon père c'est Domo Gaillon. Ah, donc j'étais allé le voir, j'ai été lui parler, je lui ai dit, j'étais très jeune, hein, que je souhaitais quand même intégrer sa troupe théâtrale. Et une fois il m'a dit non, il me dit on en parlera après. Je suis parti déçu, et comme je connais mon père, j'ai tenté de le prendre par le côté pas affectif. Alors je l'ai laissé dormir et je me suis dit je vais aller l'entrecouper dans le sommeil, et peut-être qu'il me donnera son accord parce que n'étant pas totalement éveillé, n'étant pas totalement endormi. Donc je lui en ai parlé, il a refusé aussi. Donc j'étais pas turbulent, mais j'animais l'école. Alors mes collègues mes amis avec qui j'ai partagé l'école primaire, surtout le lycée Bianzin, me connaissent très bien. J'animais la salle, je faisais beaucoup de vraiment j'égayais la salle, hein, et en même temps j'étais un petit agitateur d'idées, puisqu'au lycée Bianzin j'ai été constamment responsable de classe, puis délégué du lycée Bianzin, mais également j'ai pris la tête avec beaucoup d'autres amis d'une organisation qui fédérait l'ensemble des élèves de Porto Novo, donc pour la défense de nos intérêts au lycée Bianzin, et pour l'ensemble des élèves de Porto Novo d'ailleurs, qui a pris, et voilà, qui m'a rapproché de beaucoup de nos jeunes amis qui ont mené le combat avec moi. C'est le fait d'avoir été responsable plusieurs fois et délégué d'établissement qui vous a envoyé vers la politique après, ou... Non, faut dire que j'ai toujours été attiré par ce qui se passe, non pas forcément à la maison, mais ce qui se passe en dehors de la maison. J'ai toujours été attiré par l'espace public, toujours très tôt, hein, dès la 6e d'ailleurs. Dès la 6e, moi je parlais politique. Dès la 6e, j'écoutais la radio, j'écoutais la radio, j'étais au courant de ce qui se passait. Et le déclic pour moi est venu à la conférence nationale. Quand j'écoutais, comme tout le monde, accroché à la radio, ce qui se passait, et j'ai entendu défiler. Je lui ai jamais dit au président Soglo, peut-être qu'il entendra ce matin, j'ai entendu défiler son CV, qu'on a dit, voilà, le nouveau Premier ministre, il vient de la Banque mondiale, il a fait tel diplôme, il a fait l'ENA, il a fait ceci, tout ça se déroulait devant moi. Je dis, tiens, s'il est possible que des Béninois puissent accrocher autant de parchemins et puissent être aussi diplômés, aussi compétents, j'aimerais, je souhaiterais. C'était un vœu à l'époque. Je souhaiterais moi-même m'inscrire dans cette logique, essayer de faire la fierté des gens qui me connaissent. Je ne sais pas si j'y suis arrivé. Je sais qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est en écoutant la radio à la conférence nationale, la nomination de Nicéphore Soglo comme Premier ministre, et après la présentation de son parchemin, que je me suis dit que le rêve d'arriver à ce niveau a commencé par m'habiter. Donc, j'ai commencé à m'intéresser non pas forcément directement à la politique, mais à ce qui se passe dans la cité, au comportement de nos gouvernements, de nos gouvernants très tôt, au lycée Bianzin. Et ça créait d'ailleurs beaucoup de problèmes
au responsable du lycée Bianzin, le secrétaire général, le surveillant général à l'époque, Emmanuel Voglozin, et le proviseur Jean Fatembo. Nous avons eu Maya parti parce qu'il ne comprenait pas quel était cet élève turbulent qui, au lieu d'étudier, vient exporter ou vient importer au lycée Bianzin les techniques de lutte qu'on retrouve dans les partis où j'ai même été taxé pendant longtemps. Je pense qu'eux-mêmes, ils ont cru que j'étais communiste. C'était du parti communiste Dahomey à l'époque, mais je ne l'étais pas, même si j'avais quelques amitiés, quelques acquaintances avec ceux qui m'ont inspiré. Si je le lui dis à chaque fois, c'est Séraphin Gbangbata. Je trouvais que c'est un homme de charisme, un homme d'autorité, un grand leader des étudiants. Et moi, j'étais au lycée, mais j'avais des contacts avec lui à l'époque, donc je prenais mon inspiration dans ce qu'il faisait lui-même à l'université. Et je pense que presque tous les étudiants, toutes tendances confondues, aujourd'hui, concèdent à Séraphin Gbangbata d'avoir été un dirigeant éclairé, pragmatique et surtout charismatique. On le respectait non pas parce qu'il imposait quelque chose, non, parce que son discours, sa personnalité et la façon dont il portait nos revendications apparaissait tout à fait légitime aux yeux de tous les étudiants. Et moi, je m'en étais inspiré pour organiser le lycée Bianzin. On faisait des campagnes électorales et tout. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert plus tard en politique, dans un parti politique, j'ai constaté que au lycée Bianzin, on l'appliquait, et tous les amis qui ont participé à ce combat à l'époque ont constaté que on préparait presque tout la veille chez moi le soir, les élections, les listes. Du coup, quand on allait aux élections au lycée Bianzin, que ce soit dans les classes ou au niveau de l'élection des délégués et des membres du conseil d'administration du lycée Bianzin, oui, on avait tellement tout préparé à l'avance, comme si on était au Parti communiste chinois. On avait tellement tout préparé qu'on gagnait toutes les élections, que tout ce qu'on avait prévu sur nos listes passait démocratiquement. Mais ce qu'on avait pris une longueur d'avance sur nos autres camarades qui débarquaient le jour de l'élection et qui croyaient en les vertus de la politique très simple. Mais non, la politique suppose une préparation en amont. D'accord. Et donc vous avez fait le lycée Bianzin, vous avez obtenu votre baccalauréat et vous êtes allé, je présume, sur le campus d'Abomey-Calavi. Je suis allé à l'université d'Abomey-Calavi. Oui. Et difficilement d'ailleurs, mais pourquoi difficilement? Non, parce que mon père n'était plus là. Ah, d'accord. Vous savez, moi je sors d'une famille très modeste, et j'ai eu, depuis la mort de mon père en 1985, j'ai eu comme papa et comme maman ma mère. C'est notre mère qui s'est occupée de tout, et je dois dire avec beaucoup de courage, de bravoure. Et à la limite, je pense qu'elle-même se pose la question aujourd'hui, et nous avec elle, de savoir comment elle s'en est sortie, comment elle en est arrivée à la fin, a réussi à faire ce que elle dit que notre père lui a demandé de faire, comme si notre papa savait qu'il allait mourir ou pas, mais notre papa lui avait fait des confidences à notre égard, et comme notre père est mort, alors elle a fait les choses en pensant à son mari décédé, en se disant il faut pas qu'elle trébuche. Oui. Voilà, il faut pas qu'elle échoue. Donc, elle a fait, ma maman est poissonnière. Donc, maman vend de poissons au marché d'Amangbo. Donc, vous imaginez que une personne de ce niveau de vie, vous l'imaginez, vous la voyez pas forcément porter 3 enfants de l'école primaire au lycée, du lycée à l'université, de l'université en France. Donc, elle a fait tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, c'est pas exceptionnel, hein, mais pour moi c'est exceptionnel. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent seules avec un enfant, 2 ou 3 ou plusieurs d'ailleurs, qui s'en sortent. Donc, je voudrais tirer vraiment un coup de chapeau à toutes ces femmes qui se battent, seules, qui se battent, mais qui y arrivent. Il y en a qui n'y arrivent pas, mais qui se battent. L'essentiel, c'est la bataille, c'est se battre, c'est de croire en quelque chose, de porter ses enfants et de ne pas croire à la fatalité, de laisser la providence s'abattre sur les enfants. Donc, nous avons eu le soutien de notre maman qui moi, à titre personnel, comme j'étais son 2e enfant, oui, je suis allé à l'université, j'ai fait des études de droit, parce que au départ, je voulais pas être professeur. Ah, je voulais être avocat. Donc, je me suis inscrit en droit à l'université, à la faculté de droit. Je me rappelle d'une anecdote. Quand on arrive à la faculté, la première question que je pose
au premier professeur qui est venu nous faire cours, Madame Oui. Bill Kataria. Oui. Alors je lui pose une question, mais c'était une question de droit, très juridique, mais je venais de la terminale. Donc j'avais jamais fait du droit, j'ai fait la terminale A1. Donc j'ai pas fait la G2, donc j'ai pas goûté encore au droit. Donc je lui pose une question très juridique. Et d'un trait, de façon très sèche, elle me dit, vous serez un avocat. Elle me dit ça dans l'amphi. Vous voyez l'amphi, le grand amphi de l'université, très grand. Donc elle me pointe au milieu de l'amphi, elle me dit, vous serez un avocat. Bon, elle n'a pas, au moment où je vous parle, je ne le suis pas encore, donc elle n'a pas raison. Mais j'ai fait la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. J'ai soutenu mon mémoire. Et après, voilà, je suis parti en France pour continuer, pour faire un troisième cycle. Et donc j'ai continué normalement, quoi. Mais pourquoi avoir choisi le droit tout de suite après Porto Novo? Non, parce que je me rappelle très bien qu'à l'époque, quand j'ai eu mon bac, un soir, j'ai échangé avec le professeur Thévoidré, le médiateur de la République, à l'époque, qui m'avait dit, j'avais dit à sa femme que je voulais faire de la philo, parce que j'étais sous le charme de mon professeur de philosophie. J'étais sous le charme de tous les profs de philosophie au lycée Benzin, Oui. monsieur Kissé Zounon, monsieur Awissoussi. J'étais vraiment sous le charme, je débarquais, je voyais avec quelle intelligence, avec quelle facilité, avec quelle majesté. Il nous parlait de Socrate, il nous parlait voilà, même de la philosophie politique. Donc j'étais vraiment sous le... Et quand j'ai pris mon bac, d'abord j'ai dit, bon, je vais faire la philosophie. Puis à la fin, elle m'a dit, oh, philo, qu'est-ce que tu vas en faire, Madame Thévoagiré? Elle me dit, qu'est-ce que tu vas en faire? Je dis, bon, j'adore la philosophie, voilà, la philosophie politique. Après, ça me permettra de faire la science politique. Et elle me dit, oui, bon, il faut le faire, mais il faut également faire quelque chose de très pratique pour qui te permette après de... Je dis, bon, très bien, oui, bon, je voulais être aussi avocat. Bon, quand j'arrive à l'université, donc je fais une double inscription. Donc, je garde ma passion de base, qui est la philo. Je m'inscris en fac de philo. Et après, je vais m'inscrire à la faculté de droit. Mais je considère comme principale inscription, mon inscription à la faculté de droit. Et j'étais plus à la faculté de droit qu'à la Flash. Je faisais vraiment des infidélités à la Flash parce que j'y allais de temps en temps. Et puis, quand j'ai le temps, j'y vais. J'ai d'ailleurs pas composé en philo, mais la faculté, je suis resté. Et d'un seul trait, en 4 ans, comme c'est le cycle, j'ai fait ma maîtrise. Et j'ai passé de très très belles années en faculté de droit, de très belles années en faculté de droit. Et après le voyage à l'étranger, ça a été facile Oui, non, pas trop compliqué. Vous étiez boursier? Comment? Vous étiez boursier? J'ai obtenu une bourse pas béninois, une bourse d'un institut français, Oui. qui m'a permis une année de m'inscrire en France. Et après, vous savez, une bourse qui dure 10 mois, vous basculez et après vous êtes obligé de vous défendre de tous ceux qui ont fait leurs études en France connaissent ça. Vous vous battez, vous travaillez pour financer vos études. Et moi, je n'ai fait que ça. Travailler, financer mes études, parfois, je travaillais très peu pour avoir du temps pour m'occuper de mes études. J'ai jamais travaillé à plein temps, comme c'est le cas, parce que travailler à plein temps aurait supposé que je m'occupe très peu de l'université, alors que mon objectif principal, je voulais absolument, pour mon père et pour ma mère, je voulais absolument toucher le plafond des diplômes en ce qui concerne la matière que j'avais choisie, le droit. Donc j'ai fait un master professionnel. Oui. Et j'ai fait un autre TEA. Et comme j'avais la soif toujours d'avancer, j'ai fait un autre DEA en droit public à Grenoble, alors que j'étais à Lyon. Donc la même année, j'étais inscrit dans 2 universités. J'étais inscrit à Lyon 3 et j'étais inscrit à l'université Mendes Frères de Grenoble, à Grenoble. Donc, la même année, j'ai préparé un DEA et un DESS dans 2 universités différentes, on va dire dans 2 villes côte à côte. Donc, je me déplaçais entre Lyon et Grenoble et j'ai passé la même année les 2 examens et heureusement, j'ai eu les 2 diplômes à la fois. Donc, après ça, je m'inscris en thèse en co-direction avec le professeur Pascal Chéniaud, qui était professeur à l'université Jean-Moulin Lyon 3, maintenant qui est à Paris 5, et le professeur Théodore Lo, les 2 qui ont dirigé ma thèse. Et voilà, dès que j'ai fini, j'ai pris la décision de rentrer. D'ailleurs, c'est parce que
quand je partais, je savais que je ne restais pas, même si je trouvais du travail. Je ne restais pas, je revenais. Et ça dit que votre épouse aujourd'hui vient de là-bas. J'ai connu ma femme quand nous étions tous les deux étudiants. Elle était à Lyon déjà avant que j'arrive. Donc je la découvre fortuitement. Il y a vraiment eu, vous savez, des fois Dieu s'est arrangé les choses parce que j'ai un ami, Clément Kapochichi, avec qui on a fait l'université, qui quand je lui ai parlé de mon projet d'aller en France, m'a dit ah tiens, tu vas où? Je dis je vais à Lyon. Il me dit écoute, j'ai ma cousine qui est à Lyon. Oui. J'ai ma cousine qui est à Lyon. Je vais lui demander de te voir. Elle sera très contente. Elle aime ce que me disait Clément. Me dit, ma cousine aime des hommes très cérébraux. Elle aime des gens qui font des débats, qui parlent du droit. Elle serait très intéressée de te rencontrer. Je dis, bon, tiens, pourquoi pas? Et quand Clément m'a dit, je me suis dit dans ma tête, peut-être que quelque chose pourrait se passer avec cette personne dont Clément me parle, mais que je ne connais pas. Donc, quand j'arrive en France, quelques semaines après, fortuitement, mais vraiment très, très fortuitement, par hasard, nous sommes à une fête des Béninois de Lyon et je vois cette dame qui vient me voir, qui me dit, vous connaissez monsieur Kapochichi, Clément? Je dis oui, mais je connais Clément. Elle me dit, je suis tant, je dis, mais Clément m'a parlé de vous. Donc on a échangé nos numéros, on a parlé. Elle était en première année de droit. Elle était plus jeune, elle est plus jeune que moi. Elle était en première année de droit, moi j'étais en master. Donc je dis ok. Donc après on a gardé contact, elle m'appelle, je l'appelle, elle vient me voir, on discute. On est devenus vraiment des amis. Elle venait me parler de ses études, de ses parents. Moi aussi, je me confie à elle. Et puis pendant ce temps, moi j'étais en couple. J'étais en couple avec une occidentale, une allemande, qui était également étudiante à Lyon. Et puis donc alors ma femme Gladys, elle venait me voir, elle voyait bien cette Allemande qui était là, donc on était vraiment devenus des amis. Elle était ma confidente, je lui parlais un peu pas de mes problèmes de couple, mais je lui parlais de ma relation. L'Allemande n'était pas jalouse parce que histoire de... Non, pas vraiment. Elle savait que je lui ai expliqué que c'était une amie. Donc voilà, et puis malheureusement, une séparation puisque l'Allemande devrait... à la fin de ses études, elle doit retourner en Allemagne, à Hambourg, en Allemagne, mais moi je peux pas bouger. Je fais mes études et je dois rentrer chez moi. Et c'est parce que j'ai fait le choix dès le début que je dois rentrer chez moi, que quand j'ai fini mes études, je dois rentrer, que à la fin de cette première relation, j'ai décidé de ne prendre qu'une femme qui adhère dès le début au projet de rentrer. Et comme ma femme, celle avec qui je vis aujourd'hui, oui, également avait fait le choix de rentrer, parce que ses parents lui ont toujours dit, tu seras toujours plus utile chez toi que chez les Blancs. Et ce que tu peux apporter dans un pays occidental, sache que il y a des milliers de personnes dans ces pays qui soient capables d'apporter cela à leur pays. Par contre, dans ton propre pays, tu auras toujours une contribution plus déterminante qu'en Europe. Donc, elle aussi, elle était déjà habitée par la volonté de rentrer. Donc, tous les deux, on s'est mis ensemble parce qu'on s'appréciait, parce que c'est une femme de grande vertu, vraiment de droiture. Et on s'est mis ensemble parce qu'on s'est dit, à la fin, on va rentrer. On fait nos études et puis on rentre. C'est difficile de rentrer. Ceux qui avaient tenté le projet nous avaient avertis. Mais nous, on a fait le choix. J'ai dit, bon, on finit nos études, on est rentré. Donc, j'ai connu ma femme quand on était tous les deux étudiants. Ça fait quoi? Ça fait 12 ans que ça dure. Et voilà. Et comment on appelle? Vous avez eu des modèles, hein? On peut citer comme exemple Nicéphore Soglou dont vous avez parlé tout à l'heure. Non, ça c'est modèle, oui. Enfin, le président Soglou est un modèle pour la plupart des gens, pour ce qu'il a fait oui, après la conférence nationale, pour le travail de salubrité qui est économique, qu'il a fait. Mais mes modèles politiques, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. On peut avoir quelques exemples? Non, j'en ai beaucoup. Vous savez, autant dès qu'on avance un nom, il y a un problème parce que moi j'ai conscience que... Attendez. Oui, je préfère, professeur, moi je préfère avoir les modèles, ceux-là qui vous ont amené à aller loin, et pas forcément sur le plan politique. Non, bon, si vous voulez professionnel, non. Oui. Voilà, vous avez le professeur Théodore Lo. Oui. Le professeur Théodore Lo,
pour moi, dès le début, c'est une source d'inspiration pour moi. Et bizarrement, il appartenait au premier gouvernement Soglo. Oui, bizarrement, oui. Mais là, c'était le scientifique qui m'interpellait. J'aimais beaucoup la modération, la pondération, la profondeur de ces. J'aime pas les hommes d'excès. J'aime pas les hommes d'excès. C'est parce que j'aime pas les hommes d'excès que j'ai été aussi porté vers le président Mbeki. J'aime les hommes de modération, les gens, voilà, des gens qui sont capables d'encaisser, des hommes de modération, de pondération, les hommes qui savent, qui peuvent nuancer. Et le professeur Théodore Lo, pour moi, dans ses prises de position, je trouvais que je voulais faire comme lui. Et je voulais faire le droit comme lui, je voulais faire le droit public, je voulais être agrégé, je voulais faire comme lui. Parce que je trouvais que c'était à l'université, j'ai été le voir quand je voulais faire mon mémoire de maîtrise. Oui. J'ai souhaité qu'il m'encadre, mais avec beaucoup de considération, il m'a orienté vers Madame Ouensou, qui à la fin m'a encadré pour mon mémoire de maîtrise. Et donc voilà. Ben, et nous sommes, la période est bien située, c'est la fête internationale de la femme, on fête la femme. Et vos critères pour la femme? Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je veux savoir. J'aime les femmes qui sont propres. J'aime les femmes qui sont très propres. Qui sont soignées, qui prennent soin d'elles. Oui. C'est pas une question d'argent, mais j'aime les femmes qui sont propres, qui prennent soin d'elles. Mais à vous écouter parler de votre épouse, forcément vous aimez des femmes qui ont quelque chose dans la tête aussi. Bien sûr. Qui réfléchissent. Bien sûr. J'aime les femmes qui sont cérébrales. J'aime les femmes qui peuvent aussi parfois faire preuve d'autorité. Voilà, qui peuvent de temps en temps taper du poing sur la table. J'aime quand la femme prend toute sa place. Mais qui en même temps, j'aime les femmes propres et cérébrales. Elles doivent quand même pas prendre toute la place. Non, elle doit prendre la place elle doit prendre la place qui est la sienne, oui. Pas la mienne. Chacun garde sa place. D'accord. Chacun garde sa place. Et on va tout droit à la cuisine. Vous faites le ménage quelquefois? Oui. Non, je vais vous expliquer. Quand on était étudiant en France, oui. Je faisais beaucoup la cuisine. Pourquoi? Parce que autant que moi, ma femme travaillait. À une confidence, quand on s'est mis ensemble, j'ai dit bon, maintenant il faut que tes parents arrêtent de t'envoyer de l'argent, parce que ses parents l'ont soutenu jusqu'au bout. Donc j'ai dit pour qu'on prenne notre indépendance, il faut que tes parents arrêtent de t'envoyer de l'argent. Moi, je travaille dur pour gagner ma vie en France, et je voudrais que toi aussi tu t'y mettes. Et ça a été dur, mais elle est arrivée. Donc du coup, à un moment, moi je travaille. Elle aussi, elle travaille. Donc, quand elle n'est pas là, et vous savez, dans ces pays, vous ne pouvez pas prendre une personne à la maison pour vous aider. Si vous prenez, vous allez quasiment mettre tout votre salaire, et ça ne suffira même pas pour payer. Oui. Donc, du coup, j'ai pris l'habitude en France de préparer. Je ne savais pas préparer quand je partais d'ici. Les gens reprochaient à ma mère de nous avoir trop gâtés. Voilà, de nous avoir trop gâtés, comme on dit. Et à la maison, quand on était tous encore jeunes, c'est mon petit frère, Gérard, qui fait la cuisine. Alors moi, j'étais un administrateur de la famille, j'étais un administrateur du ménage, mais c'est Gérard qui préparait, mon autre petit frère Simon, lui, voilà. Je savais faire le riz, par exemple. Avant de partir, je préparais le riz, mais on m'a dit que ça n'a aucun mérite de savoir préparer le riz. La pâte, j'ai appris, mais le piron aussi, ça, je savais faire ça. Hein, la pâte de farine de manioc, le piron. Oui. Ça, je savais faire ça. Mais ça aussi, on m'a dit. Franchement, ça, tu n'as aucune intelligence, que ça ne veut rien dire. C'est comme si je ne savais rien faire. Mais quand j'arrive en France, j'apprends à faire tout ça, à préparer, à faire le ménage. Du coup, quand on est revenu, je continue à faire de temps en temps à la maison. Mais j'ai un problème. J'ai un problème de temps. Ah oui. J'ai un problème de temps. Sinon, j'adore le ménage. Je continue de faire le ménage. J'ai des personnes qui viennent à la maison faire le ménage, mais quand entre deux ménages, je m'en occupe avec ma femme ou à la cuisine, je n'ai plus le temps. Avant, alors je vais dire une grossièreté, hein, avant, ma femme prépare, moi je fais la vaisselle. Oui. Elle prépare, on mange, je fais la vaisselle. Maintenant, franchement, je n'ai plus le temps. Même quand je suis à la maison, je suis tout le temps dans mon bureau, je travaille. Donc,
On a maintenant des aides à domicile qui nous aident pour... certainement, vous avez parlé de grossièreté tout à l'heure, compte tenu de ce que les gens pensent au Bénin. Bien sûr. Lorsque déjà vous aidez votre femme, on dit souvent que elle a dû faire gris quelque part. Bien sûr, mais j'ai conscience de ça. Mais figurez-vous, hein, quand ma maman vient à la maison, je fais rien de tout ça. Hein. Quand ma maman vient pour rester 2-3 jours chez nous, je fais pas ça. Hein, parce que enfin, si je le fais, moi je n'aurai pas de problème. Mais ma femme ne peut pas, elle ne sera pas comprise. Oui. Ce serait comme si elle me demandait, on continue seulement de faire aujourd'hui ce qu'on faisait depuis qu'on était jeune. Oui. Donc elle fait à manger, pendant qu'elle fait à manger, moi je fais la table. Après on mange et puis je fais la vaisselle. Si je suis fatigué, elle le fait. Si je peux l'aider à la cuisine, je le fais. Donc, mais maintenant j'ai très peu de temps. Je fais quasiment plus rien de tout ça, notamment la cuisine, hein, parce qu'on a des personnes qui s'en occupent maintenant à la maison. Et votre femme, elle est à l'écoute en ce moment? Non, malheureusement, ma femme est à l'extérieur, elle n'est pas. Elle n'est pas là. Elle n'est pas au Bénin. Mais voilà, parce que nous voulons toucher. Je veux toucher un point très sombre, un point très très dur là, parce que il y a des rumeurs qui nous font entendre que vous auriez des relations très intimes avec des ministres du gouvernement Yahi. Oui, il paraît. Oui. Il paraît, moi-même j'ai été informé, mais j'ai été informé. Non, mais vous savez, il y a une chose que j'ai comprise et comme je le dis à chaque fois, c'est le président Mbedi qui m'a dit un jour, bienvenue dans la famille. Je dis dans quelle famille? Il me dit les hommes publics. Quand vous êtes un homme public, c'est-à-dire quand vous-même vous êtes dans la sphère publique. Vous savez, on vous met tout, hein, on vous place tout, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Je sais qu'on m'a prêté des relations avec plusieurs personnalités, y compris des ministres. Mais moi, je sais ce qui est vrai, ma femme sait ce qui est vrai, les personnes dont on parle savent ce qui est vrai, et beaucoup d'amis savent de quoi il est question. Les femmes dont on parle, quand vous voyez, vous retrouvez, vous en parlez? Bien sûr, non, mais la vérité, c'est, enfin, je vais vous dire, puisque vous parlez de vie privée, oui. Bon, alors, la personne dont on parle est mariée, c'est une personne respectable. Oui. Et moi-même, je suis marié. Elle est mariée il y a pas longtemps? Oui, bien sûr, mais elle est mariée, elle épouse de quelqu'un. Donc, ce que je veux dire, c'est que je la connais depuis très longtemps. Alors, comme vous dites, c'est une émission très sincère, Madame Madougou. Oui. Je la connais depuis très longtemps. Je la connais depuis que je suis en France. Et elle-même, on se connaît. Elle était à Lille, j'étais à Lyon. On s'échangeait des informations, on s'échangeait des mails depuis qu'on était étudiant. Hein, je la connais depuis longtemps. Et quand on arrive au Bénin, heureusement ou malheureusement, en raison de nos divergences d'opinion politique, elle est d'un côté, je suis d'un côté. Chacun a gardé la distance nécessaire, mais ça ne nous a pas empêché de continuer à nous fréquenter. Mais ça peut alimenter, ça a pu alimenter. J'ai constaté que ça a pu alimenter. Vous savez, c'est pas courant au Bénin que des personnes. Oui, mais c'était quand même bien hein, qu'il y ait accointance entre deux personnes de deux bords vraiment opposés. C'était quand même bien. Hein. Peut-être que ça pouvait rapprocher les deux. Non, ça pouvait pas parce que de toute façon chacun avait sa vie, donc chacun a sa vie et c'est une grande amie. Je ne l'ai jamais caché. Hein. C'est une personne que je respecte beaucoup. C'est une grande amie, c'est une amie que je connais depuis longtemps et je vais pas à cause des rumeurs, à cause des montages, à cause des trucs vraiment des montages bien montés parce qu'il y a toute une histoire. Alors parfois les gens me voient à Washington alors que je suis à Cotonou, on me voit à Lomé alors que je suis à Cotonou, on me voit donc j'ai compris le jeu que c'est un alors les montages vous n'y pouvez rien quoi donc oui. Mais c'est une amie. Et allons maintenant sur le campus. Hein, vous êtes professeur, un professeur, excusez-moi, hein, jeune et avec assez de diplômes. Les filles avec vous sur le campus. C'est-à-dire les étudiantes. Oui, c'est-à-dire elles viennent vers vous. Oui. Pas forcément pour le papier. Peut-être elles proposent autre chose. C'est vrai. Oui, elles proposent parfois de les encadrer pour leur mémoire. Elles proposent de sortir avec elle? Non, pas avec moi. Non.
Ben, vous en proposez aussi. Non, attendez, attendez. Non, non, attendez. J'ai une charge. Les gens nous ont confié leurs enfants. Oui. C'est pour le. Les gens nous ont confié leurs enfants. C'est pour les aider à s'élever. C'est pour les aider à se lever. C'est pour voilà, c'est pour leur formation. Hein, moi, je condamne ce genre de pratique parce que j'en entends parler. Hein. Oui. Est-ce que comme le professeur Joseph Diogwenou, hein, qui a eu à le dire là, qu'il est l'une des personnes qui n'a que pour ami sur le campus ses étudiants? Non, enfin. Et qu'il leur parle de façon franche. Moi, je parle. Vous savez, quand je commence un cours dans un amphithéâtre, mes étudiants peuvent vous le témoigner. Quand je commence un cours dans un amphithéâtre, je commence par dire une chose. Parce que nous sommes là pour transmettre le savoir, le droit en particulier. Mais nous sommes aussi là pour les accompagner, pour les conseiller. Je dis toujours à mes étudiantes que le mari de demain, ils sont assis à côté d'elle. Qu'ils sont dans la salle. S'ils ne sont pas dans la salle, là, ici à la faculté de droit, ils sont à la flash. S'ils ne sont pas à la flash, ils sont à la FAST. Ou ils sont à l'ENAM. Ou ils sont à l'ENEAM. En tout cas, ils sont quelque part. Ils ont à peu près leur âge. Je leur dis toujours de ne pas chercher un produit qui est déjà fini. Un produit poli, taillé. C'est comme si quelqu'un a attrapé un poisson dans une rivière sauvage, dans un fleuve, prend le poisson, met dans un aquarium, allume des lampes, le poisson est tout beau, il est tout joli. Et quelqu'un vient pêcher dans un aquarium. Vous voyez un homme qui a accompli, qui a fini son truc, qui a sans doute construit son parcours lui-même. Et c'est celui-là que vous désirez. Si vous arrivez à l'avoir, c'est une source de problème. Si vous arrivez à l'avoir, c'est une source. Par contre, si vous-même vous choisissez, pendant que vous êtes étudiante, vous choisissez votre ami, vous faites votre chemin avec lui, c'est difficile. Vous galérez, comme on dit. Vous construisez un parcours. Il y a une intimité. Ce type, il ne peut pas vous faire n'importe quoi demain. Pourquoi? Parce que il sait que vous avez construit quelque chose. Moi, très modestement, c'est le cas avec ma femme. Oui. Quand nous nous regardons, nous voyons le parcours. Nous savons d'où nous sommes partis. Et nous savons ce que nous avons dû traverser. Quand quelqu'un veut décoller, il suffit juste de regarder derrière. De regarder ce qu'on a investi ensemble. Donc, moi, je le dis à mes étudiants, à mes étudiantes. Vos copines, vos copains, ils sont là. Vos maris de demain, vos femmes de demain sont là. Ne cherchez pas à attraper un prof qui débarque devant vous, qui est, voilà, vous le voyez tout beau, tout accompli. Non. Lui, il a son histoire. Si vous arrivez, c'est que vous tombez comme un cheveu sous la soupe, dans son histoire, lui. Construisez votre propre parcours. Donc, moi, je me conseille plutôt les études, mais mes étudiantes, non. Je les accompagne. Je les accompagne. Je donne des conseils à mes étudiants, à mes étudiantes. Je leur dis ce qui me semble être bien pour elles. Ben, et bizarrement, hein, quand j'ai annoncé à 6 heures que c'est vous qui venez par ici, j'ai reçu un message de vos étudiants de la SJ4 qui se sont confiés. Ils ont dû faire une bêtise et vous êtes énervé, vous êtes fâché contre eux. C'est ce qu'ils vous ont dit? Oui. Non. Non, c'est que... Vous savez, quand on a commencé le cours, vous avez l'habitude de dire qu'après vous, il n'y a personne et c'est normal. Non, voilà. C'est dit que, voilà, c'est dit un minimum de discipline. C'est pour ça qu'on est juriste aussi. Oui. Donc, j'ai dit à mes étudiants, on s'est entendu sur quelques règles de bonne conduite. Le téléphone ne sonne pas pendant qu'on fait le cours. Et le téléphone et le mien. Je leur ai dit également que, bon, quand je rentre dans la salle, nous sommes en faculté, c'est vrai, quand je rentre dans la salle, on a dit 8 heures, à 8 heures, tout le monde est dans la salle et personne ne rentre, à 8h05, à 8h10, et moi-même, je fais l'effort d'être là à l'heure. Et donc, après, malheureusement, il y a eu un incident, je pense qu'il y a 4 ou 5 personnes qui sont venues en retard. Et au moment où vous discutez avec voilà, un autre collègue, je sors pour parler à un collègue qui se sont infiltrés. J'ai trouvé que c'est de la tricherie, oui, c'est de la fausseté, et bon, ben, je ne suis pas fâché contre eux, pas du tout. J'ai de très bonnes relations avec mes étudiants voilà, donc ils viennent d'avoir la preuve par 4 que vous avez tout oublié, que c'est bon.
Parce qu'ils m'ont demandé, ils m'ont chargé de vous dire de les excuser une fois encore. Non, mais ils savent qu'ils sont excusés. En plus, on a passé une très bonne semaine de cours et ce n'était même pas dû à eux. C'est 6 personnes que je connais plus ou moins, mais je ne leur en veux pas du tout alors. D'accord. Donc je rappelle aux auditeurs, hein, vous êtes à l'écoute, on a encore une quinzaine de minutes. Hein, vous pouvez appeler exceptionnellement parce qu'on a des problèmes de ligne par ici. Le 97 44 94 19. Si vous avez quelque chose à dire au professeur, 97 44 94 19. Et je vous rassure hein, que il n'a souvent pas le temps, il n'est souvent pas au pays, donc c'est le moment de profiter et de le taquiner un peu. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Monsieur Novion, bonjour. Vous êtes en direct. Monsieur le professeur Joël Aïbon, bonjour. Bonjour. Je suis Herman Metton. Juste pour vous dire, pour vous demander si au regard de l'actualité de tout ce qui se passe au Bénin, je ne veux pas aborder trop le côté politique, est-ce que les hommes qui ont appris le droit et qui exercent le droit jouent très bien leur rôle? C'était Herman Metton, bon dimanche à vous. Merci. Quelqu'un d'autre, bonjour. Alors, bonjour, monsieur Novion. Oui. Oui, c'est Charles Etchou. Oui, monsieur Etchou, allez-y. Et bonjour, mon professeur. Bonjour, monsieur Djou. Oui, moi, je suis votre étudiant. Vous m'avez gardé en première année en droit cons et aussi en 4e année droit communautaire. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour notre pays et surtout, j'apprécie votre rigueur côté travail. Donc, je vous dis bon dimanche et que je sois avec vous. Merci, bon dimanche. Merci. On a quelqu'un d'autre ici. Monsieur, allô, bonjour. Bonjour Serge. Oui, allez-y, monsieur. Eugène Wagny, on m'appelle. Et le professeur vous écoute. Monsieur l'invité, bonjour. Bonjour, monsieur. Si le droit n'existait pas, vous aurez fait quoi? Savez-vous, en fait, dites-moi, vous vous faites harceler par les jeunes filles. Si vous me dites non, je vous dis bravo, mais une information, il y a ma petite amie qui a une admiration farouche pour vous, de par vos port de lunettes. Vous avez des lunettes de classe et votre regard est foudroyant. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais moi je vous le dis parce que c'est ce qui a été la cause de la rupture entre ma petite amie et moi. Mais elle n'a pas une bonne destination. Dites-lui de revenir à la source. Mais oui. Et puis, je vous assure, vous cultivez gravement et farouchement. Vous devez en principe terrasser un baobab avec un seul doigt. Bon dimanche à vous. Merci, monsieur Wagnon. Quelqu'un d'autre, bonjour. Bonjour, monsieur Serge. Allez-y rapidement. Oui, bonjour, professeur Aïjon. Bonjour, madame. Dans ce jour, Mathias Barodou, depuis le Botoka, dans l'arrondissement de Godomé. Monsieur le professeur, vous êtes le professeur du droit. Peut-être que ça dit de votre personnalité. C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas fait et la personne que vous avez fait, en tant qu'homme du droit, comment vous avez réagi? Bonne journée à vous. Merci. On va arrêter avec les appels pour permettre au professeur de répondre parce que nous avons quelques 7 minutes. Voilà. Le dernier disait, vous êtes homme de droit, vous n'avez pas fait quelque chose et qu'on vous accorde maladroitement, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, très bien, je vais commencer. Je remercie tous les auditeurs qui sont intervenus dans l'émission. D'abord, monsieur Herman Metton, il a posé une question, pas plus tard que quelques jours, j'en parlais encore à l'université au bureau avec quelqu'un. Est-ce que les hommes de droit respectent encore le droit? Est-ce que le droit est respecté dans le pays? Dans le pays et de façon générale d'ailleurs. Oui. Il faut avouer qu'il y a une forme de distanciation depuis un moment entre les hommes politiques et le droit. Bon, on ne va pas parler politique, on aura une autre tribune, j'espère, pour en parler. Mais je dois avouer que moi-même, je note avec beaucoup de tristesse que parfois même ceux qui sont censés appliquer le droit, faire respecter le droit, et qui parlent du droit, ne le respectent même pas. Et moi, je n'ai de cesse depuis un moment
de dénoncer, d'écrire, de proposer, d'attirer l'attention sur le fait que parfois notre comportement n'est pas conforme au droit. Mais le sentiment que j'ai, j'en parlais encore, parfois on a le sentiment qu'il s'agit de l'eau jetée sur le dos du canard, que personne ne s'en occupe, que vous avez des gens qui s'installent dans la violation du droit, et pourtant ils sont eux-mêmes juristes. Parfois, ils sont censés appliquer le droit à d'autres. Donc, je partage le même sentiment que M. Metton, que parfois on a le sentiment que le droit ne veut plus rien dire pour certains, pour beaucoup, alors que l'état de droit que nous avons, nous devons tout faire conformément au droit. Et le plus désespérant. C'est-à-dire que maintenant le droit du plus fort est toujours le meilleur. Exactement. Et le plus désespérant, c'est que vous retrouvez dans cette situation des hommes de droit, des gens qui sont censés enseigner le droit, dire le droit, appliquer le droit à d'autres. C'est eux-mêmes qui s'installent dans des situations, je dirais, d'irrégularité. Mais personne n'en parle. La loi du plus fort devient la meilleure. Alors, Monsieur Etou, je le remercie pour ses compliments. Monsieur Wagnon, alors qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais pas juriste, s'il n'y avait pas le droit? Je pense que j'aurais été médecin peut-être. Je crois que j'aurais été médecin et j'aurais même été pédiatre. Les enfants. Pour soigner les enfants. J'aurais été pédiatre pour soigner les enfants. Alors, je pense que j'ai répondu à sa question, mais j'espère que c'est une blague ce que dit monsieur Wagnon par rapport à sa petite amie. Oui. Non, j'espère que c'est une blague et je prie de tout mon cœur pour qu'à la fin ils me disent que c'est une blague, que sa petite amie ne l'a pas quitté pour ça, non. Non, donc je souhaite d'ailleurs qu'on en reparle après, si je peux parler avec votre petite amie, comme ça je lui dis tranquillement de retourner à la maison, monsieur Wagnon. Bon. Oui. Alors face à l'injustice, oui. Ça c'est la dernière personne qui... Monsieur Soro qui a appelé depuis Godomain. Oui. Voilà, voilà, face à l'injustice. Bon, on a deux solutions. On fait l'objet d'injustice presque tous les jours. Quand ça dépasse les bornes, si on a la possibilité de se faire rétablir dans la justice, il faut saisir les instances appropriées. Mais vous savez, on ne peut pas tout régler par la justice. Il y a des questions qui échappent au droit, même si parfois la solution passe par le droit. On renonce au droit. C'est un peu comme tout ce que vous pouvez entendre. Moi, j'entends beaucoup de choses sur les hommes politiques, j'entends beaucoup de choses sur les personnages publics. J'entends beaucoup de rumeurs qui circulent, mais qui ne sont pas vraies, qui sont injustes. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Dès lors que vous acceptez, dès lors que vous-même vous êtes positionné dans la sphère publique, dans l'espace public, que vous êtes un personnage public, vous êtes obligé d'avoir quelque part l'attitude du président Kérékou qui dit, bon, les gens, faut les laisser écrire, faut les laisser dire, seulement peut-être qu'il y a une borne, il y a une limite qu'il faut pas que les personnes franchissent. Mais quand ça dépasse les bornes, vous pouvez saisir la justice lorsque ça apporte vraiment atteinte à votre honorabilité, à votre moralité, à votre dignité. Là, vous pouvez. Si l'injustice vous prive d'un droit qui vous est essentiel, là aussi, je pense qu'il faut aller devant la justice. Si l'injustice doit vous priver de votre bien, de vos enfants, d'un terrain, d'un bien matériel, là oui. Mais si l'injustice, comme parfois ça arrive à beaucoup de gens, y compris à moi-même, d'entendre sur mon compte des choses qui ne sont pas vraies, quoi, vous laissez parce que bon, de toute façon, vous pouvez pas empêcher les gens d'avoir une fabrique de rumeurs. Donc, vous gérez avec beaucoup de patience, de sagesse. Nous avons encore quelques 40 secondes, hein, c'est juste nous dire ce que les gens vous reprochent souvent. C'est-à-dire votre rigueur, où vous êtes, les gens peuvent dire il est gonflé sur les bords, il est rigoureux, ou bien il est ceci, il est cela. Qu'est-ce qu'il vous... Non, je ne sais pas, c'est à moi de vous poser la question, ce que vous entendez. Moi, je n'entends pas. Si ça se dit derrière moi, je pense. Mais qu'est-ce que vous faites, vous aussi, vous faites, que vous trouvez mauvais? Non, alors... Trop rigoureux? Je pense que la rigueur est une qualité.
on peut pas s'en vouloir d'être rigoureux. La rigueur est une qualité, c'est pas un défaut. Par contre, alors je vais vous confesser, j'étais très rancunier, très rancunier. Mais je le suis de moins en moins. J'étais très très rancunier. Depuis tout petit, il m'arrivait même de pas parler à ma mère. De pas parler. Et pourtant, je devais aller prendre l'argent chez ma mère. Donc, mais maintenant ça va. Je gère avec beaucoup de maturité, parce que l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est pas l'âge que j'ai il y a 20 ans. Donc, je corrige un peu tous les défauts. On en a toujours hein, des défauts. Donc, plus les gens vous parlent, et plus vous vous améliorez. Et voilà, donc... Voilà, professeur Ivor, merci d'être venu. Votre mot de fin pour cette émission? Non, votre mot de fin, c'est que je dois vous féliciter d'avoir réussi à me faire dire des choses que je ne dis pas généralement. Merci. Hein, j'ai trouvé votre émission intéressante, de nous sortir des questions qu'on aborde tous les jours et de nous révéler un peu à l'opinion pour que on sache quels sont nos défauts, comment nous vivons dans la vie. Et je serais très intéressé aussi de savoir vous-même un jour comment vous vivez, que quelqu'un vous interviewe pour qu'on sache, Serge. Avec plaisir. Voilà, comment vous vivez, qui est votre femme, vous l'avez trouvé, qu'est-ce que vous faites à la maison. Donc je suis candidat à revenir ici, à rester à votre place pour vous poser. Mais nous allons faire une telle émission, hein, si vous le voulez bien, d'ici quelques mois quand vous aurez le temps. Je suis candidat. D'accord, vous seriez l'animateur, moi. Je serai l'animateur et vous répondrez à mes questions. Mais merci beaucoup. Très bien. Voilà, c'était le professeur Joël Aïvor. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous êtes, nous sommes mercredi, c'est que vous suivez la rediffusion de cette émission. Je vous souhaite une excellente journée. Ça y est. Tous les dimanches, les hommes politiques et les personnalités publiques font leur école buissonnière sur Océan FM. Ils délaissent le costume officiel et le langage diplomatique pour s'ouvrir à cœur ouvert aux questions de Serge Novillon. Océan côté jardin et discussion buissonnière. Océan côté jardin et discussion buissonnière. Bon, vous êtes prêt, monsieur? Si, mais écoutez, pour Oui. l'interview, Oui. j'aimerais qu'on ne parle pas de cette fraude. Que vous avez déjà fraudé? Si, mais je ne veux pas qu'on en parle. D'accord. Océan côté jardin et discussion buissonnière, c'est toutes les découvertes côté jardin de ceux qui nous dirigent. Tous les dimanches matins, 8h, Océan FM. 88.6. Océan côté jardin et discussion buissonnière.